Bonjour à tous et merci déjà pour l'invitation de la part d'Agile en scène. Je suis Guillaume Marron, je suis co-founder et VP Engineering à Dashlane et donc aujourd'hui je voudrais discuter avec vous de Feature Development Cycle qui est un process qu'on a mis en place l'an dernier à Dashlane pour essayer d'améliorer notre Development Cycle. Merci évidemment à tous les sponsors d'Agile en scène qui permettre que cet événement ait lieu et qu'on puisse être tous là, échanger des connaissances. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu faire ce genre d'événement, donc ça fait plaisir d'être là, effectivement, en cette période. Un tout petit mot sur Dashlane, juste pour que vous ayez le contexte. On est une entreprise de soft, on construit un gestionnaire de mots de passe dont le but c'est d'aider nos clients à gérer leur identité et leur paiement en ligne de manière simple et sécurisée sur tous les sites web. Voilà, donc un gestionnaire de mots de passe. Et un tout petit peu de contexte, donc l'entreprise a été créée il y a 12 ans par Bernard Liotto et 3 étudiants centraliens. On est à peu près 270 employés sur Lisbonne, Paris et New York et une quinzaine de Agile Team, de Scrum Team. Et on a une partie B2C, une partie B2B, mais avec un même produit. Donc on n'a pas de produits différents, on a un seul produit B2C et B2B, avec évidemment des fonctionnalités différentes. Et le contexte, pour finir de mettre en place le contexte, en 2019, on a fait une grosse levée de fonds et du coup, on a recruté. Donc ça, c'était super. On a à peu près doublé la taille de l'équipe dans l'espace d'un an. Et donc, ça a eu, si je simplifie, 2 conséquences. La première, c'est qu'on a pu faire beaucoup plus de projets en parallèle. Et la deuxième, c'est que l'efficacité a baissé parce que absorber une croissance comme ça, c'est pas facile du tout. Donc on a essayé de regarder un petit peu pourquoi est-ce que l'efficacité avait baissé. Alors la vélocité totale avait augmenté, mais l'efficacité avait baissé. On a essayé de regarder pourquoi. Et évidemment, il y a des choses qui ont été mises en évidence au niveau du tech stack, des choses un peu classiques. Mais une des choses dont on s'est rendu compte, c'est qu'on n'avait pas forcément de guideline claire au niveau de l'ensemble de l'entreprise sur un peu toutes les étapes du développement. Et là où les choses se faisaient un petit peu organiquement quand on était encore 100, 150, quand on est passé plus vers 300, ça a commencé à poser problème. Et donc ces guidelines, c'est sur plein de choses différentes, sur comment on utilise le feature flip, comment est-ce qu'on utilise les tests automatisés, est-ce qu'on les fait avant, après avoir réalisé, combien on en fait, est-ce qu'on en fait beaucoup, comment est-ce qu'on estime, etc., etc. Et donc en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait des choses qu'on les faisait pas forcément mal, mais qu'on les faisait, on va dire, avec un manque de consistance, avec un manque de clarté, en termes d'expectation au niveau des teams. Et du coup, on avait des résultats divers en fonction de l'expérience des gens, en fonction de la difficulté des projets. Une autre chose dont on s'est rendu compte, c'est que, ça je pense que vous y êtes tous sensibles aujourd'hui, c'est que le partage de connaissances est beaucoup plus difficile. Alors déjà quand on passe de 150 à 300 personnes, mais en plus dans un monde où tout le monde était remote, évidemment ce qui avant se faisait en discutant autour d'un café, ça scale plus quand on est 2 fois plus et en plus quand on est tous à distance. Du coup, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé de repartir un petit peu des bases, ce qui est un peu souvent, je pense, ce qu'on fait quand on a des soucis de ce type-là. Et on s'est inspiré du Software Development Lifecycle, qui est quelque chose, évidemment, qu'on n'a pas inventé, qui existe depuis longtemps. Et on a essayé, en fait, de l'adapter à notre réalité et de créer en fait, des tools, des guidelines pour améliorer la prédictabilité, le time to market, la qualité, la vélocité, etc. Donc le but du talk, c'est de vous présenter un petit peu ce qu'on a fait, les guidelines qu'on a essayé de mettre en place, et puis en espérant que ça puisse être utile à certains d'entre vous. Alors évidemment, il n'y a pas un process qui convient à tout le monde, donc il faut évidemment adapter à chacun des environnements, mais j'espère qu'il y a quelque chose que vous trouverez là-dedans qui pourra vous donner des idées pour aider les teams agiles à développer du soft dans vos structures. Alors aujourd'hui, le Feature Development Cycle, à quoi il ressemble? Il ressemble à un ensemble de phases, anticiper, définir les requirements, organiser, développer, réaliser, etc. Et avec dans chacune des phases un ensemble de sections, de choses à faire, peu importe comment elles s'appellent. Donc je vais passer un petit peu sur chacune d'entre elles et puis essayer de vous dire qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place comme guideline pour améliorer la prédictabilité, la speed, la qualité, etc.
En termes d'outils, pour l'instant, on est resté sur quelque chose de très simple. On est entièrement sur Confluence, notamment parce qu'on savait que le process allait beaucoup évoluer, que ça allait être très itératif, qu'on allait essayer des choses, que ça allait changer. Aujourd'hui, on commence à se poser la question de est-ce qu'on va essayer d'utiliser autre chose que Confluence, mais concrètement aujourd'hui, c'est juste une grosse page Confluence avec beaucoup de tools, beaucoup de guidelines, des liens vers des ressources plus détaillées, parce qu'évidemment on ne peut pas mettre tous les process d'une entreprise au niveau du développement sur une page, et on propose au team de dupliquer cette page pour chacune des features, des fonctionnalités qu'elle développe. Donc au début, du coup on essaie d'anticiper. Alors la première chose qu'on a mis en place, c'est de demander au team de faire un high level scope and phasing, où là l'idée c'est voilà, d'avoir un scope high level et de définir des phases. Alors du coup des phases pas trop grosses, nous on essaie de targeter des phases de 2-3 sprints pour pouvoir réaliser de manière itérative autant que possible, des fois c'est pas possible, et on essaie de décrire un peu qu'est-ce qui va être modifié pour donner un peu une compréhension aux stakeholders techniques aussi, pas que aux stakeholders business, de ça va être quoi la feature. Donc ça c'est une étape où on n'a pas encore de spec, on n'a pas encore de design, c'est vraiment une toute première étape de définition du projet. C'est pas finalisé, ça peut évoluer. À quoi ça sert? Ça sert à s'assurer qu'on a bien un alignment entre les stakeholders et la team. Donc deux exemples de choses sur lesquelles ça nous a été utile. Un projet, un premier exemple sur lequel ça nous aurait été utile, c'est un projet qu'on voulait faire, où l'équipe a passé 2-3 semaines à spécer, à designer, à faire des estimations techniques pour voir un peu combien de temps ça allait prendre. Et puis à la fin, on s'est rendu compte que c'était un projet beaucoup trop gros par rapport à ce que les stakeholders attendaient, et puis on a annulé le projet. Et en fait, on aurait sûrement pu s'en rendre compte là, si on avait juste fait cet exercice-là, sans demander à la team de spécer, designer, estimer, et du coup sans jeter, ou en tout cas mettre de côté un travail pour quand on aurait le temps de faire la fonctionnalité. Un autre exemple, ça a été une discussion sur une fonctionnalité où en fait dans le scope, il y avait quelque chose qui techniquement n'était pas possible. C'est mieux de s'en rendre compte maintenant plutôt qu'une fois que l'équipe produit et l'équipe design ont passé du temps à spécer et à designer quelque chose qu'en fait on pouvait simplement pas faire. Donc là c'est vraiment un alignement avec les stakeholders techniques et business. Donc avoir du feedback des stakeholders et avoir du feedback de l'engineering. Ensuite, on a essayé d'anticiper sur product marketing. Alors là, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de dire, une team agile, c'est pas une team dont le travail c'est de produire de la feature. On ne veut pas faire une feature factory. Une team agile, c'est une team dont le but c'est de produire de la valeur pour l'utilisateur avec un impact sur le business. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que souvent le marketing, mais aussi les sales, était considéré comme un petit peu quelque chose en dehors des teams, et on disait nous on a délivré la feature et puis après c'est au marketing et aux sales de faire leur travail pour utiliser cette feature. Donc on a essayé d'inverser un petit peu cette tendance là en disant non, le marketing, les sales, ça fait partie du cycle de développement, et donc lors de la phase d'anticipation on veut que le marketing nous dise de suite comment elle compte vendre la feature, quel va être le marketing plan, encore une fois, au niveau, et surtout, quelles vont être les actions qui vont être liées à ce marketing plan. Notamment parce que s'il y a des besoins techniques à implémenter pour faire ces actions-là, il faut le savoir en amont. Et ensuite, la troisième phase en termes d'anticipation, c'est de savoir un petit peu quels sont les knowledge gaps pour éviter d'avoir une team qui commence le projet et puis lorsqu'elle commence le projet se rend compte qu'en fait elle manque beaucoup de connaissances sur le scope, et du coup au lieu de commencer le projet par coder, elle commence le projet par chercher la documentation, apprendre, et donc ça c'est des choses qu'on peut faire en amont. Si on sait qu'on a un gap, on peut demander à quelqu'un extérieur à la team de faire un training, on peut demander à quelqu'un extérieur à la team en amont de éventuellement créer une documentation si on arrive à trouver le temps, etc. Donc là l'idée c'est de dire sur day one, quand on commence la feature, la team hit the ground rolling et vraiment peut démarrer immédiatement. Ensuite, en termes de requirement. Donc en termes de requirement, on a deux parties aujourd'hui qui sont la documentation et les technical reviews. Alors la documentation, je pense que le moment où on a mis ça en place, on n'avait pas de guideline sur comment faire la documentation, où la faire, et donc le résultat c'était beaucoup de documentation éparpillée dans Confluence, plus ou moins facile à trouver,
Et le résultat, c'est qu'on avait souvent des feedbacks des teams qui disaient on n'a pas de documentation et c'est pour ça que la feature a pris plus longtemps que prévu ou trop longtemps, même si c'est pas plus longtemps que prévu, à développer. Donc on a créé des guidelines pour décrire un peu quel niveau de détail on voulait au niveau de la documentation. On a rassemblé toute la documentation technique et produit dans un seul Confluent Space pour dire une team, une fois qu'elle a fini de développer sa feature, la feature n'est considérée terminée que quand elle a mergé sa documentation dans l'espace commun pour s'assurer que on arrête de contracter de la documentation depth, ce qui est tout aussi gênant que de la technical depth. Et ensuite, on a aussi mis en place, au moins pour démarrer, un mécanisme un peu de review, où il y avait une personne qui regardait la doc technique, une personne qui regardait la doc produit, pour s'assurer que on traînait un petit peu l'ensemble des équipes pour produire de la doc de qualité, pour augmenter la speed de delivery des features suivantes. Ensuite, on s'est attaqué aux architecture review. Alors, la première chose qu'on s'est rendu compte, c'est que personne ne savait trop quand est-ce qu'on était censé faire une architecture review ou pas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, la première chose qu'on s'est rendu compte, c'est que personne n'était vraiment capable de dire quand est-ce qu'il fallait faire une archi review ou pas, simplement parce qu'il n'y avait pas de guideline de quand est-ce qu'il fallait en faire une. Donc on a essayé de créer une guideline la plus simple possible, et on est arrivé à celle que vous pouvez voir, qui est on a besoin d'une archi review si on modifie la business logic. Si on modifie une partie de la UI de comment les données sont présentées, ça ne modifie pas la business logic, on n'a pas besoin de faire une archi review. Par contre, si on modifie la business logic, il faut en faire une. Et l'archi review, ça a deux buts. C'est un but de partage de connaissances et c'est un but plus sur les features un peu compliquées de challenge de solutions techniques. Est-ce que c'est la bonne solution, etc. Et ce qu'on est en train de mettre en place, ce qu'on a mis en place vraiment très récemment, c'est l'Engineering Design Review. L'Engineering UI Review, c'est un peu l'équivalent de l'Architecture Review, mais sur la partie UI. Généralement, l'archi review, elle est plus sur la partie back-end, sur la business logic, sur la base de données que vous allez utiliser, etc. Et là, l'idée, c'est en fait, on s'est rendu compte que même sur des fonctionnalités où le back-end était difficile, parfois la UI prenait autant, voire plus de temps, parce qu'on a parfois tendance à penser que la UI c'est facile. En fait, non, c'est assez difficile. Et là, l'idée, c'est d'avoir un ingénieur qui a une forte expérience dans la UI, qui vient faire une UI review avec la team pour identifier est-ce qu'il y a des moyens de faire la même chose mais plus facilement en faisant plutôt une modale que pas une modale. Est-ce qu'il y a moyen de créer des composants pour que pour la team suivante ça soit plus rapide parce qu'elle peut réutiliser des composants, pour qu'au fur et à mesure on puisse capitaliser et améliorer notre vélocité au niveau des features. Et donc ça marche assez bien aujourd'hui. Donc maintenant qu'on a, du coup, on s'est aligné avec les stakeholders, on a les requirements qui sont à peu près clairs. Maintenant, il y a une phase d'organisation du travail. Alors évidemment, tout ça n'est pas forcément séquentiel. Il y a beaucoup d'étapes, comme vous pouvez imaginer, qui se passent en parallèle. Ça, c'est évidemment un ordre très théorique. Alors, la première chose, c'est en termes d'estimation. Alors, vous connaissez tous ce projet qui devait sortir le 1er janvier. 2 semaines avant, la team dit qu'en fait, il sortira le 1er mars. 2 semaines avant, la team dit qu'il sortira le 1er mai. Et puis, ça, c'est un peu la moitié des projets, généralement, où on a beaucoup de retard. Et donc, c'était un peu le cas aussi à Dashlane. On avait beaucoup de projets avec beaucoup de retard. Et on a essayé de se dire, bon, est-ce que vraiment c'est une fatalité? Est-ce qu'on peut arriver à s'en sortir? Vous connaissez aussi tous ces personnes-là qui disent, ces gens qui disent, on ne peut pas estimer, c'est trop dur, et puis ce sera prêt un peu quand ce sera prêt. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait au niveau des estimations pour essayer d'inverser la tendance? On a fait deux choses. D'abord, on a clarifié les guidelines de qu'est-ce qu'on attendait sur les estimations. Et on a dit qu'on attendait des estimations qui évidemment donnaient une idée de combien de temps ça allait prendre, mais surtout qui permettaient de suivre dans le temps si on était on track. Donc si on n'était pas capable au bout du sprint 2 de dire si on est on track, ça veut dire que l'estimation n'était pas assez précise. Donc à partir de ça, ça a permis au team d'ajuster combien de temps elle passait à estimer une fonctionnalité, là où avant on demandait juste estimer. Et donc on pouvait juste avoir la team qui disait 3 sprints. Ou alors une team qui passait beaucoup de temps à estimer chaque petit détail. Et ensuite, la deuxième chose qu'on a faite, c'est d'essayer de regrouper plein de guidelines de do's and don'ts sur les estimations. Donc quelques exemples, c'est d'estimer que les choses qu'on connaît. On a eu des projets qui failaient parce qu'on avait estimé la UI avant d'avoir le design.
Bon, bah, quand on a eu le design, on s'est rendu compte qu'en fait c'était plus long. Donc maintenant, ce qu'on recommande aux teams, c'est d'estimer uniquement ce qu'elles connaissent. Et s'il y a une inconnue, ben, c'est pas grave, on divise en 2 phases. On estime que la première phase et on attend que la deuxième phase n'ait plus ces inconnus-là pour l'estimer. Et donc ça arrive parfois que ben, on partage pas de date de release parce que ben, si on n'est pas prêt, parce qu'on n'a pas les informations, on a maintenant comme guideline de plutôt ne pas partager de date que de partager une date qui va être fausse, va causer une perte de confiance au niveau de l'ensemble des stakeholders et va être très frustrante pour la team, va créer une pression inutile, etc. etc. Une autre guideline assez importante, c'est de partager les estimations un petit peu autour de la team avant de la partager à l'ensemble de l'entreprise. Donc autour de la team, ça peut être des personnes techniques qui connaissent bien la partie, qui sont experts dans la partie que vous allez modifier. Ça peut être des managers qui ont l'habitude de step back et qui ont un certain historique de un peu les erreurs à faire et à pas faire. Ça peut être simplement une autre team. Peu importe. L'idée, c'est de challenger un petit peu avec d'autres personnes qui sont pas à la tête dans le guidon avant de partager avec l'ensemble de la team. Alors une chose intéressante qu'on a pu voir avec ça, c'est qu'au-delà d'arriver à estimer plus précisément, ça nous a permis par exemple il y avait un projet où on avait 2 façons de faire le projet, une simple et une compliquée, et puis évidemment la simple était moins bien et la compliquée était mieux. On a dit on n'a pas le temps, on fait la façon simple. Et en fait à la fin des estimations, quand la team a partagé à un petit cercle les estimations, on s'est rendu compte mais en fait la simple elle prend vachement de temps. Donc est-ce que vous êtes vraiment sûr que la simple elle est plus simple que la compliquée? Et en fait, la team a aussi estimé la compliquée, et puis s'est rendu compte qu'en fait, en termes d'estimation, en fait, la compliquée n'était pas plus longue. Elle semblait plus compliquée, mais elle n'était pas plus longue. Et du coup, ça nous a permis de faire la solution compliquée qui était mieux d'un point de vue architectural, sans surcoût, parce que on a fait ce travail-là d'estimation. Ça, c'était assez intéressant. Alors, au début, on faisait planning et estimation en même temps, mais on a clairement essayé de séparer les deux. Estimation, en gros, pour moi, c'est combien de temps une tâche va prendre, et puis planning, c'est comment ce temps va s'ancrer dans la réalité d'une team, entre les congés, les hackathons, les dépendances avec d'autres teams, si on doit faire des hotfix, etc. Donc là, pareil, on a essayé de regrouper des guidelines, et notamment de prendre en compte les externalités. Comment est-ce qu'on prend en compte en termes de planning que si une autre team met un bug dans la release que vous allez utiliser, et du coup la release est annulée, comment est-ce que vous faites pour tenir votre planning? C'est pas possible a priori. Mais comment est-ce qu'on prend ça en compte dans le planning? Alors ça, je vais en parler juste après sur les release range, mais une autre chose qui est importante, c'est de planifier sur les ressources qu'on a actuellement. On s'est fait avoir plusieurs fois sur on a 2 ingénieurs, mais on va en avoir un 3e qui arrive le mois prochain, donc ça va nous prendre 3 mois. Puis le mois prochain, l'ingénieur n'arrive pas parce que les stakeholders ont décidé que finalement il fallait qu'il aille plutôt sur telle autre team, et donc la team a communiqué une date qu'elle ne va pas pouvoir tenir. Alors, c'est pas sa faute dans l'absolu, mais l'impact sur la confiance dans l'engineering et la product team est la même. L'impact, la frustration que ça peut causer sur les équipes marketing ou les équipes sales est la même. C'est pas leur problème que la personne a été assignée à une autre team. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose aux teams, c'est de plan based on current staffing. Et même si vous pensez que vous allez avoir 2 devs en plus le mois prochain, dans un mois, on rechange la date de release et on l'avance à la limite. Mais c'est mieux que plutôt l'inverse de la retarder un mois après. Alors, les dépendances, idéalement, on ne devrait pas en avoir. Normalement, les teams agiles, elles doivent être autonomes pour délivrer. Évidemment, c'est jamais toujours le cas. Enfin, c'est parfois le cas, pardon. Et donc, du coup, là, ce qu'on conseille aux teams, c'est quand il y a une dépendance, d'avoir un commitment clair de la team où il y a une dépendance, et notamment avec un sign-off du team lead, parce qu'on a eu trop de fois le cas où oui, la team va pouvoir délivrer ça à telle date, et puis au fur et à mesure, en fait, l'autre team elle a d'autres engagements. Donc là, l'idée, c'est simplement de clarifier un petit peu la accountability et de clarifier un peu les commitments. Et si à un moment donné, la team ne peut pas committer, c'est pas grave, on n'a pas de release range. Et tant que la dépendance n'a pas été levée, on a un projet où on a une dépendance qui est avec un partenaire externe, on peut lui faire cocher une case, ça ne servira pas à grand chose. Et donc sur notre delivery plan, on a la release qui est en rouge avec marqué dependent on this partner. Et donc du coup on sait que tant qu'on n'a pas levé la dépendance, on n'est pas capable de garantir une release range. Et la dernière chose qu'on a mis en place sur l'aspect organisation, c'est les release range. Alors pourquoi les release range? Parce que quand on a une release date fixe
soit elle est trop ambitieuse et on va la rater, soit elle est trop conservative et les stakeholders ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on met 3 mois pour réaliser quelque chose qui devrait prendre 3 sprints. Pourquoi également un release range? Parce que je prenais l'exemple tout à l'heure d'un release train où une autre team poussait un bug qui allait faire que la release allait être annulée ou retardée de 2 semaines. Comment est-ce qu'on prend ça en compte dans la communication de release date? Si on a une date fixe, soit on prend toujours ça en compte en mettant un buffer de 3 semaines, mais du coup ça aide pas à avoir un bon sense of urgency, parce qu'en fait peut-être qu'il n'y aura pas de problème, et normalement il n'y aura pas de problème. Et donc l'idée c'est d'avoir un peu ce best case et conservative case pour acknowledger le fait que d'une, c'est dur d'estimer du dev, de deux, il y a plein d'événements qui peuvent rentrer en compte et venir perturber le planning, une release qui fail, quelqu'un qui est malade, etc. etc. Et l'avantage, c'est que ça permet d'avoir un sense of urgency au niveau de la team, où le but, c'est quand même d'avoir la best case date. Quand on commence à s'approcher de la best case date, du coup, la pression monte, et c'est une pression qui ne vient pas forcément de l'extérieur, mais qui vient de la team, d'arriver à achieve les résultats. On évite de se rendre compte, du coup, le dernier jour qu'on ne va pas pouvoir réaliser, parce que on s'est rendu compte assez tôt qu'on déjà le best case date commence à être un petit peu à risque. Donc ça marche plutôt bien. Et deux guidelines là-dessus qu'on a mis en place, c'est de ne pas utiliser le terme worst case. Pourquoi? Parce que worst case, ça sort jamais, il y a toujours un truc worst qui peut arriver. Et de ne pas utiliser current estimate. Alors ça, c'est sur un des premiers projets, on a utilisé ça. Donc on devait réaliser entre le 1er février et puis le 1er mars. Et c'était un gros projet avec plein de stakeholders. Et donc toutes les semaines, on avait un steerco meeting pour regarder un peu l'avancement de la feature. Et donc il y avait quelque chose qui était presque devenu une blague, qui était toutes les semaines. Bon, maintenant qu'on s'approche de la release, est-ce que vous pouvez donner une date un peu plus précise que 1er février à 1er mars? Et donc au fur et à mesure, chaque semaine, on disait non, pour l'instant, on est toujours, le 1er février est toujours achievable, mais on reste sur le range. Et le mercredi d'avant, donc c'était un lundi, le 1er février, mercredi d'avant, on a encore ce steerco, et puis là, on me dit, bon, là quand même, on est à 3 jours, c'est bon, on peut dire qu'on va réaliser le 1er février. Là, du coup, je dis, ok, allez, c'est bon, on dit qu'on réalise le 1er février. Puis du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le jeudi et le vendredi, l'équipe data a fait quelques tests sur le tracking, et s'est rendu compte qu'il y avait une inconsistency au niveau du tracking. Et du coup, c'est pas le 1er février qu'on a réalisé, c'était le 8 février, parce qu'on a dû faire un petit fixe et réaliser, et puis c'était le 8 février. Donc en fait, du coup, à partir de là, on dit non, ça reste le range jusqu'au moment où ça reste le range. Là où ça fonctionne pas, c'est s'il y a un gros lancement marketing. Et du coup, dans ces cas-là, il faut faire un choix de gestion de risque. Est-ce qu'on risque l'embargo marketing? Est-ce qu'on risque du coup de ne pas tenir la date? Voilà. Donc là, du coup, c'est là où c'est plus difficile évidemment d'utiliser des ranges. C'est quand il y a évidemment un lien avec l'extérieur, notamment une grosse public, une grosse PR sur une release. On montre du coup les ranges avec des intervalles sur une map. Et globalement, l'ensemble de ces 4 étapes nous ont permis de bien améliorer la predictability. Aujourd'hui, on est à 75% de predictability, ce qui, moi, à mon sens, est pas mal, parce que si on est à 100%, ça veut sûrement dire qu'on n'est pas assez agressif, et si on est en dessous si on est trop bas, ça veut dire que les stakeholders n'ont pas confiance dans les dates qu'on annonce. Je vais aller un peu vite sur la suite parce que du coup l'heure tourne. Au niveau du développement, une première chose sur laquelle on a essayé de clarifier les guidelines, c'est le feature flip. Pour le contexte, nous on n'a que des applications qu'on pousse en store. On a aussi une web app, mais qui n'est pas la partie la plus utilisée par les utilisateurs. Donc quand on a un bug, on doit soumettre au store, attendre la validation et faire le rollout. Et donc on ne peut pas juste rollback. Sur les stores, il n'y a pas de rollback, ça n'existe pas. Et donc on utilise le feature flip pour protéger les release trains, pour que quand une team a un bug dans sa feature, ça ne bloque pas le release train pour tous les autres. Donc avant, il n'y avait pas trop de guidelines très claires. Maintenant, la guideline, c'est par défaut utiliser des feature flips, sauf s'il y a une raison de ne pas l'utiliser. Et la première raison, c'est, pourquoi? C'est pour protéger les autres teams, que si à un moment donné, vous avez un bug dans votre feature, on n'a pas besoin d'arrêter le rollout de l'appli, on arrête juste le rollout de votre feature. Donc ça, c'est un peu le classique de décorréler le code release et la feature release. Donc ça a très bien marché pour diminuer le nombre de hotfix et pour diminuer le nombre de retards dus au code des autres teams par rapport à une team.
On n'avait également pas forcément de guideline au niveau des tests automatisés. Qu'est-ce qu'on crée, quand est-ce qu'on le crée, est-ce qu'on le fait avant la release, après la release. Donc là, la guideline qu'on a mis en place, c'est d'implémenter le Happy Path avant la release. Donc le Happy Path, c'est le scénario par défaut unitaire d'utilisation successful de la feature sans paramètres bizarres, on va dire. Et donc ça nous a permis un petit peu d'utiliser l'ensemble des teams pour développer des tests end-to-end, là où avant on comptait beaucoup sur l'équipe automation qui du coup avait moins de temps pour construire des outils pour l'ensemble des équipes. Donc là ça nous a permis, en clarifiant les guidelines, de scaler un petit peu notre investissement sur les tests automatisés, et du coup les projets ont tous pris un peu plus de temps, parce qu'avant c'était une petite équipe qui essayait de catch-up derrière l'ensemble des teams agiles pour implémenter les tests automatisés et augmenter le coverage. Là, c'est l'ensemble des teams qui sont responsables de ça. Et donc, évidemment, une feature qui prenait un sprint, peut-être qu'elle se prend un sprint et demi ou un sprint et 2 jours. Ça va dépendre de la complexité du test. Alors évidemment sur developing, un point que j'ai oublié de préciser, c'est que le but n'est pas de détailler toutes les guidelines de développement. C'est-à-dire on ne met pas les coding guidelines dans le FDC, ça appartient aux équipes de dev, aux plateformes, etc. Donc là l'idée c'est vraiment d'organiser d'un point de vue process le développement et pas de mettre des guidelines sur toutes les étapes du développement, notamment sur coding guidelines, etc. Ça s'en fait pas partie du tout. Ensuite en termes de release, un peu similairement, un peu de la même manière que les feature flip, on a essayé de clarifier que le dogfooding, donc le fait de faire tester en interne la feature, par défaut on conseillait de le faire, et donc plutôt faites-le, sauf si vous avez une raison de ne pas le faire, pareil. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que sur des petites features, certaines teams considéraient que non, c'est une petite feature, on n'a pas vraiment besoin de la tester. Sauf que c'est pas parce que la feature est petite qu'il n'y a pas de bug, c'est juste que si y a un bug c'est moins grave, et que si on a du retard c'est un peu moins grave, mais il peut tout à fait y avoir un bug de la même manière. On a essayé de fournir aussi des guidelines et des outils pour un template pour récupérer le feedback, pour que ça ne soit pas un coût supplémentaire pour la team de faire ça, des guidelines pour communiquer, pour que la team n'ait pas à chaque fois se dise ah mais est-ce que je dois envoyer sur Slack, est-ce que je dois envoyer un email, parce que ça peut être aussi anxiogène pour des project managers d'envoyer un mail à tout le monde pour dire hey, venez tester ma feature. Donc là pareil, l'idée est de créer du tool, de créer de la guideline. Et ça marche plutôt bien, on a plus de dogfooding. Alors, du coup c'est toujours frustrant quand on a un bug qu'on découvre en interne et qu'on n'a pas découvert en QA, mais c'est mieux qu'en externe, donc c'est un sentiment ambigu je dirais, mais en tout cas c'est quand même super utile. On avait parlé de product marketing au tout début, et de considérer le marketing et les sales comme partie prenante du development cycle. Là du coup c'est un peu le pendant. Au début on avait c'est quoi le high level marketing plan, juste pour être sûr que la team anticipe les besoins techniques liés au marketing plan, et puis du coup à un moment donné le marketing plan. Alors là l'idée pareil, c'est pas de définir dans un process de dev tous les détails de comment est-ce qu'un marketing plan doit être fait, c'est juste de dire il doit être fait, voilà le lien vers ce qui est attendu, de manière à ce que un Scrum Master il puisse se préoccuper de est-ce que le marketing plan a été fait, et s'il n'a pas été fait, je vais aller parler avec l'équipe marketing pour m'assurer qu'il est fait, de manière à ce que quand je m'apprête à feature flipper la feature, il y ait pas, on ne se rende pas compte que ah oui mais en fait on a oublié de communiquer, et donc on peut pas la lancer à la date qu'on avait communiqué en interne. Ensuite le monitoring, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais là l'idée pareil, c'est on a essayé de clarifier, en fait de mettre dans la page, de dire on vous recommande d'avoir identifié en amont les liens des dashboards que vous allez utiliser pour monitorer la feature. Le simple fait de faire ça, ça peut permettre parfois de voir qu'on a oublié cette partie-là, et du coup le simple fait d'identifier comment est-ce qu'on va traquer la feature peut aider à se rendre compte que ah tiens, on n'a peut-être pas mis en place le bon tracking. Et ensuite, évidemment, comme tout processus itératif, on veut tous apprendre. Et donc, il y a une étape de learning où on conseille au team de simplement de step back et d'identifier qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas passé, qu'est-ce qui aurait permis à la team d'aller plus vite ou de faire mieux. Et après, l'idée, c'est de partager évidemment ce learning-là sur toutes les teams agiles pour éviter d'avoir un apprentissage unitaire en silo sur chacune des teams. Donc là, c'est rien de nouveau, mais voilà, le fait de le mettre, pareil, comme toutes les autres étapes, le fait de le mettre dans un process et d'essayer un petit peu de régulariser ça, ça permet que les teams
teams le fassent de manière un peu plus courante. Alors, c'est un petit peu l'équivalent des rétrospectives, mais focusé sur un projet. Alors il y a plein de noms sur ce genre de choses, mais voilà, c'est un peu comme une rétrospective, mais focusé sur un projet. Une fois qu'on a terminé le projet, une fois qu'on a vraiment fini le rollout, une fois que c'est parti vraiment en prod et que ça a été feature flippé, etc. C'est quoi les prochaines étapes pour nous sur ce process-là? Alors déjà, c'est de discuter des concerns avec les gens. Un premier concern, c'est beaucoup d'étapes, c'est beaucoup de choses sur un slide. Du coup, est-ce que c'est pas trop de bureaucratie? Alors tout le monde, je pense, essaye d'atteindre le minimum viable bureaucratie. Alors je pense qu'une chose importante, c'est que minimum, c'est pas zéro. Donc bon, lequel est le minimum, ça dépend de chacune des équipes, ça dépend aussi de chacun d'entre nous, de quelle vision on a. Mais l'idée ici, c'est de dire, on va tester, et puis s'il y a une partie du process qui n'apporte rien et qui coûte, bon, on l'enlève. Et s'il y a une partie du process qui ralentit, mais qui amène, du coup, après, il faut prendre une décision au niveau de l'entreprise, de dire est-ce qu'on préfère ce coût ou avec cette valeur ajoutée, ou est-ce qu'on préfère l'enlever, voilà. Un autre concern aussi qu'on a eu, c'est est-ce que l'utilisation de range, de best and conservative release date, va baisser le sense of urgency au niveau des teams. Et notamment une question que j'ai eu un jour, c'est quoi l'intérêt pour une team de finir avant le best case, et finalement à quoi il sert le best case? Est-ce que les teams ne vont pas de suite aller vers le conservative case? Alors là-dessus, moi j'ai deux éléments de réponse. La première, c'est que mon expérience est plutôt que les ingénieurs ont tendance à sous-estimer des projets. Donc je préfère des projets qui arrivent à l'heure plutôt que des projets qui sont sous-estimés et qui arrivent en retard. Le deuxième élément de réponse, c'est que justement d'avoir les deux, ça permet d'augmenter le sense of urgency quand on s'approche du best case, sans avoir quelqu'un d'extérieur qui vient et qui dit alors, vous êtes à 2 semaines là, vous n'êtes pas prêt? Et du coup, c'est un peu plus sympa, je trouve, d'avoir la team qui elle-même dit tiens, là on est à 1 semaine du best case date et en fait on n'est pas encore code freeze et on n'est pas sûr d'être code freeze, donc bon, le best case date il est plus tenable, est-ce que le conservative date est encore tenable, et du coup de réagir un petit peu plus tôt. Et d'un point de vue stakeholder, quand une team vient un mois avant pour dire on va avoir 2 semaines de retard, c'est un peu mieux que quand la team vient un jour avant pour dire en fait on va avoir 2 semaines de retard. Et ensuite, un peu lié à la bureaucratie, c'est est-ce que c'est assez lean comme process, est-ce que ça risque pas de transformer une feature d'1 semaine en 2 semaines? Après ça dépend des cas. Je pense que si cette semaine elle permet d'avoir une bonne documentation, d'utiliser des feature flips, d'avoir des tests automatisés, je pense que ça va être worth it dans la plupart des cas. Et après là pareil, c'est une question de choix projet par projet, est-ce que là on doit aller très très vite parce que y a un besoin d'aller vraiment extrêmement vite et de skipper des étapes, ou est-ce que c'est un projet normal comme tous ceux qu'on fait tout au long de l'année, et du coup il faut construire une bonne fondation pour avoir une bonne qualité au fur et à mesure. Une des choses sur lesquelles on veut travailler, c'est d'intégrer encore mieux les sales et le marketing. On veut se focuser plus sur la speed aussi. On a quelques éléments qui sont sur la speed, mais vous avez vu, il y a beaucoup d'éléments sur la predictability pour l'instant. Et puis ensuite, on veut aussi expérimenter et arriver à adapter les guidelines pour des features plus petites, pour des discovery teams qui sont sur de l'itératif, où on est incapable de définir toutes les phases parce qu'on va apprendre au fur et à mesure, sur des teams plus R&D où pareil c'est très dur d'estimer. Donc ça voilà, c'est un peu comment est-ce qu'on adapte un petit peu ces choses-là. Une des manières qu'on l'a adapté, c'est de dire déjà vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, et ensuite les guidelines, c'est des guidelines. Donc j'ai utilisé beaucoup le mot guideline, et donc le début de la page FDC à Dashlane, elle dit guidelines are guidelines, not rules. Project manager are free to adapt and or cancel or not use any of the section of the ADC. Donc vraiment d'avoir les Scrum Masters qui disent c'est les Scrum Masters qui sont responsables de la gestion de projet, donc une guideline, si elle vous convient pas, vous ne l'utilisez pas. Après, si ça pose problème et que vous la réutilisez pas après, là du coup il faut qu'on discute. Mais l'idée c'est vraiment de dire c'est les teams qui restent autonomes, qui restent responsables de leur développement, et nous on fournit des tools, des guidelines pour les aider, mais une team adapte comme elle le souhaite. Merci de m'avoir écouté. Et du coup, je pense qu'on a 10 minutes pour des questions, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup et bravo. On peut peut-être l'applaudir quand même. Merci, c'est gentil. Du coup, c'est la session des questions-réponses qui est ouverte. Oui, je vous en prie.
Bonjour, alors merci, très bon talk. Du coup, j'ai 2 questions. Ça ressemble beaucoup à Safe, le coup du 3 sprints et après on release, et en termes de fonctionnement et de déploiement, je trouve. Est-ce que c'est voulu ou c'est juste ça marchait bien comme ça et vous avez fait comme ça? Et du coup, deuxième question, c'est vous déployez qu'une fois, enfin du coup vous faites une grosse release et vous déployez, pourquoi ne pas déployer plus fréquemment, de type tous les 2-3 sprints? C'est du hasard. Enfin, on a essayé de regarder qu'est-ce qui marchait pour nous et c'est ça qui a marché. On release toutes les 2 semaines. On a un release train de toutes les 2 semaines. Là qu'on est en train d'essayer de passer à toutes les semaines. Le fait de dire que les cycles au niveau d'une team prennent 2-3 sprints, c'est parce que généralement une team chez nous n'arrive pas forcément à réaliser en 1 ou 2 sprints. Donc il y a un release train qui est cadencé et par contre une team va peut-être avoir besoin de 2, 3, 4, 5, 6 sprints et va aller dans la release train qui correspond à quand ils ont fini le code free. Donc en gros, les deux sont décorrélés en fait, notamment de par le nombre de teams qu'on a, on est obligé de décorréler les deux et de ne pas lier les releases à une team. Ça répond à la question? Merci. Question pour les personnes à distance. Donc, question d'Alfred. En quoi vos modes de fonctionnement ont impacté votre façon de recruter et d'intégrer de nouvelles recrues? Car le ticket d'entrée, c'est-à-dire la montée en compétences, semble important, non ou pas? Il n'y a pas eu d'impact direct sur le recrutement. Les feedbacks qu'on a eus des nouvelles personnes étaient plutôt... alors on n'a pas fait un sondage encore détaillé pour avoir des données relevant, mais des feedbacks ponctuels que j'ai eu de personnes qui arrivaient étaient plutôt inverses, à savoir le fait d'avoir des guidelines, ça permet justement de savoir plus facilement, si je prends le feature flip par exemple, quelqu'un qui est arrivé, s'il n'y a pas de guideline sur feature flip, c'est difficile pour la personne de savoir est-ce que je dois utiliser une feature flip pour ma feature, alors que s'il y a une guideline, ça fait beaucoup d'informations, mais au moins j'ai un endroit où je peux savoir qu'est-ce qui est la guideline par défaut pour les feature flips. Donc c'est plutôt l'inverse effectivement qui s'est passé en termes de learning curve. Merci. Avant de repasser à la question en salle, une dernière question qui a été posée en distanciel. Bonjour, combien de personnes ont été mobilisées et combien de temps pour élaborer les guidelines? Une personne a été mobilisée, à savoir moi, au début, pendant quelques mois, et ensuite ça a été plus des personnes ad hoc au fur et à mesure des différentes sections. Donc il n'y a pas eu une task force de 4 personnes. Ça a été moi qui suis allé travailler avec des personnes produits, des personnes marketing au fur et à mesure. Et donc il y a, je dirais, en tout une quinzaine de personnes qui m'ont aidé sur la mise en place, mais c'est pas une team qui a été mobilisée pendant 2 mois pour bosser là-dessus. Merci. Je vois qu'il y a encore 2 questions, 3 questions dans la salle, 4. Ça se lève et encore une à distance. Alors on y va, c'est votre tour. Merci beaucoup. J'ai une question sur les premières étapes du process là, que tu as montré. J'étais intéressé pour savoir qui était mobilisé quand on parle de requirement, d'organizing, etc. Enfin, en gros, voilà, qui s'occupe de décider tout ça et quand est-ce que ça passe à d'autres membres? Alors, toutes les étapes là que j'ai montrées, le nom du process, on l'a appelé Feature Development Cycle pour dire que c'est focusé sur une feature. Donc, toutes les étapes là que j'ai montrées, c'est la team qui s'en occupe. Donc, il n'y a pas une équipe produit avant extérieure qui fait une partie de l'anticipation pour ensuite passer sur la team. Il y a en amont de ça des étapes d'anticipation qui sont plus de la recherche produit, des choses où on va dire on va regarder de quelles fonctionnalités nous aurons besoin. Là, le début de ce process-là, c'est on sait à peu près qu'on veut quand même bosser sur telle feature et maintenant il faut un peu refine et préciser globalement quelles vont être les différentes phases. Donc au début c'est beaucoup produit et design avec un peu du support engineering qui bosse évidemment sur les étapes d'anticipation, notamment le high level scope et les requirements, ça va être plus le produit qui le fait, mais toujours dans la team. Merci. On prend encore une question dans la salle, après on repasse à celle à distance et on repasse à la salle. Donc monsieur, vous étiez dans la question suivante. Merci. J'avais 2 questions dans la lignée de ce qui a été posé tout à l'heure. Donc j'ai eu la réponse sur comment a été construit ces guidelines. Moi j'ai une question sur comment elles évoluent.
Parce que donc vous avez dit que c'est vous qui les avez rédigés, mais je me dis que comment on tombe pas dans le dogme et comment on fait pas que ça y est, c'est figé et ça bouge plus. Donc déjà, comment on réécrit ça? Et du coup, j'avais, en rapport à ce que vous venez de dire, comment une équipe, comment vous arrivez à gérer en même temps le travail en amont, qui est assez important dans ce que vous décrivez, l'anticipation, etc., et la release en même temps si c'est la même team. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts qui se passe? Est-ce qu'on n'a pas tendance à être dans le delivery plutôt que dans le discovery? Très bonne question. Pour la première qui est évolution et dogme, qui sont un peu deux questions séparées. Sur l'évolution, c'est une page confiance, donc on l'édite au fur et à mesure. À chaque fois qu'il y a un nouveau use case, tiens, il y a une release qui a failli parce qu'on avait oublié de tester entre l'appli desktop et l'appli web. On rajoute dans les guidelines et dans les conseils les choses qui ont fait failler des releases précédemment, et donc on va rajouter des choses. Également, et après, comment est-ce qu'on tombe pas dans le dogme? Alors, ça, l'approche qu'on a prise, c'est d'intégrer plusieurs personnes au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on a fait un premier bootstrap et ensuite le responsable de l'équipe project management qui va prendre le lead sur des sections, un dev qui est spécialisé en UI qui va s'occuper un peu de la partie engineering design review dont je parlais tout à l'heure, et du coup d'intégrer un petit peu différentes personnes au fur et à mesure qui sont pas du tout à plein temps dessus mais qui vont faire évoluer un petit peu chacune des sections. Voilà. Donc ça, et après on a mis en place également plusieurs Slack channels, un général et un avec produit, un avec project management, pour aussi discuter à chaque fois qu'il y avait une évolution, pour prendre le feedback, pour éviter de faire des modifications qu'on pousse directement. Donc si c'est une petite modification, on la met directement, et si c'est une grosse modification, on va d'abord la proposer, demander le feedback, et en fonction du feedback, après il faut décider soit d'acter sur le feedback, soit de dire merci du feedback, mais on va quand même expérimenter. Voilà. Et après sur la deuxième question, c'était... J'ai oublié la deuxième question. Comment on tombe pas dans la priorisation du delivery versus le travail en amont quand c'est la même team qui fait les deux? Alors, plusieurs manières. Déjà, c'est pas toujours les mêmes personnes qui bossent quand même sur les mêmes phases. C'est-à-dire que dans l'étape d'anticipation, c'est quand même plus le produit. Ensuite, on a mis en place des phases de cool down entre deux features, qui permettent justement de finir un peu les 2-3 bugs qui arrivent, parce que quand c'est parti en prod, il y a quand même quelques bugs qui ont été remontés, et de préparer la feature suivante. Et ensuite, simplement, le développement va aller moins vite au début, mais effectivement, l'idée c'est quand même de dire on s'est engagé sur une release range, et donc on va essayer de tenir cette release range, et du coup si on n'a pas le temps de bien préparer la feature suivante, ça va prendre du temps, et on va juste pas démarrer la feature suivante de suite au moment où on a réalisé. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que entre le fait de créer un build, de tester le build qui est fait par la QA, de rollout nos applications et ensuite de feature flip la feature, en fait, entre le moment où on arrête de coder et le moment où ça part en prod, il y a en fait un temps assez conséquent qui permet justement aussi de préparer ça. Mais bon, il n'y a pas de réponse magique, à un moment donné, il faut le faire, quoi. Donc, Merci. Une autre question? C'était la même, parfait. Il y avait une autre question dans la salle avant de repasser aux questions à distance. Désolée, je passe devant la caméra. Merci. J'ai plusieurs questions, mais je vais poser une première question qui m'intéresse le plus. Comment fonctionne la partie architecture review? Qui sont impliqués, à quel moment, tout ça? Alors ça va pas mal dépendre un peu du projet, mais l'idée générale, c'est que ça va généralement arriver une fois que la team a quand même une bonne idée de ce qu'elle veut faire. Et ça va être organisé par un développeur de la team qui va, en fonction de la complexité, soit préparer une presse, soit pas préparer une presse si c'est une feature assez simple. Généralement, on essaie de l'ouvrir à tout le monde dans l'engineering et même au-delà, mais c'est beaucoup engineering qui assiste. Et l'idée, généralement, c'est de présenter la feature, de présenter les choix techniques qui ont été faits, et puis ensuite, simplement des questions-réponses. C'est globalement assez rare qu'il y ait des grosses remises en question pendant l'architecture review, parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'on n'a pas forcément bien anticipé. Normalement, on est quand même censé le voir en amont. Mais par contre, il peut y avoir parfois certains conseils d'un stakeholder technique qui n'avait pas été impliqué, qui dit « Ah tiens, pensez à éventuellement un problème qu'il peut y avoir avec de concurrence avec telle autre feature, ou des questions simplement qui vont augmenter la connaissance, qui vont faire que quand un autre développeur va devoir travailler sur la feature,
bah, ça va être plus facile pour lui parce que déjà il a eu l'archi-review qui lui a permis un peu de comprendre. Et généralement on essaie de les enregistrer pour aussi utiliser ça comme du training material si quelqu'un veut derrière avoir une première compréhension sans avoir besoin de déranger quelqu'un. Merci. Encore 2-3 questions. Pourquoi le feature flipping n'est pas votre DOD, definition of done, je suppose? Alors, je ne suis pas sûr de 100% comprendre la question, mais si je suppose que c'est pourquoi est-ce que c'est pas tout le temps obligatoire et que ça fait vraiment quelque chose qui est un must-have. Alors, la première raison, je dirais qu'il y a au moins 2 raisons, mais sûrement plus. La première, c'est que des fois, c'est pas possible. Il y a parfois des features, par exemple, imaginez vous changez, nous on est un produit B2C et B2B, imaginez on change le prix. En fait c'est compliqué de rollout parce que on n'a pas d'AB test quand les gens ils arrivent sur le site web, et puis juste ils vont voir le nouveau prix. Et donc alors oui on pourrait faire un AB test, mais du coup il va y avoir des gens qui vont dire je comprends pas, des fois c'est à X, des fois c'est à Y, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà il y a des features où on peut pas. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison c'est que guidelines are guidelines and not rules. Donc c'est une guideline, mais entre l'enforcer et favoriser l'ownership des teams, on essaie plutôt de favoriser l'ownership des teams. Après, dans les faits, c'est très très largement utilisé, puisque la guideline, c'est utilisons-le par défaut, sauf s'il y a une raison de ne pas l'utiliser. Merci. Question d'Edouard. Quel est votre modèle de gestion de code, feature branch, Gitflow, etc. Alors ça va dépendre des teams, il n'y a pas de guideline précise là-dessus, et comme je disais au niveau de ce process-là, on a volontairement essayé de ne pas forcément rentrer dans le détail des process de code parce que ça peut changer d'une team à l'autre, et l'idée c'est d'avoir quelque chose qui était assez générique, qui pouvait s'appliquer à tout le monde. Maintenant globalement, effectivement, la plupart du temps à Dashchain on a une branche master, on va avoir des feature branches pendant le développement qu'on va merger. Le fait d'avoir du feature flip nous permet de merger plus régulièrement sans forcément impacter la delivery, en tout cas théoriquement, et après quand on veut réaliser, soit on spawn une branche, soit au début juste on tag, parce que s'il n'y a pas de hotfix on n'a pas besoin de spawner une branche, et puis si ensuite il faut faire un hotfix, du coup on va brancher avec une branche de hotfix. Dernière question. Merci beaucoup pour cette présentation. 2 petites questions. Je suppose que dans une feature, ça impacte plusieurs équipes. Une feature peut impacter plusieurs équipes. Comment est-ce que vous gérez les dépendances entre ces équipes-là? J'ai compris que vous faisiez finalement du client-fournisseur de façon assez simple. On a parlé de framework là, dans la première question qui proposait quelque chose peut-être d'un peu plus, parfois un peu plus complexe, mais qui permet d'aligner l'ensemble des équipes. Est-ce que vous avez creusé ces sujets-là et pourquoi est-ce que vous restez dans un mode client-fournisseur entre dépendances d'équipes? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, comment est-ce que vous suivez la valeur des features que vous développez finalement à la fin de votre process? Comment vous assurez que ça avait du sens de développer cette feature? Alors, pour la première question, la majorité des features impactent qu'une seule team. Donc on va avoir, je n'ai pas le nombre, mais disons 10% des features qui ont une dépendance. Et on essaie vraiment de targeter le niveau le plus bas de dépendance. Et donc du coup on n'a pas forcément en place un process commun pour gérer les dépendances, c'est plus du cas par cas en fonction de la dépendance, si c'est une dépendance en interne, si c'est une dépendance en externe, si c'est plusieurs teams qui travaillent sur un même projet, ce qui est un peu différent d'une dépendance en interne, mais donc on n'a pas aujourd'hui de process commun, si ce n'est le fait de dire s'il y a une dépendance, elle doit être clairement marquée, il doit y avoir un moyen de savoir si on est on track par rapport à ces dépendances, et lorsqu'on va communiquer la release range en interne, on va mettre en évidence, en surbrillance cette dépendance pour que en cas de retard, ça soit anticipé, parce que on sait que dès qu'il y a une dépendance, il y a plus de risque de retard. Donc ça c'est pour la première question, et désolé, j'ai une très mauvaise mémoire. La deuxième question sur la valeur. Ouais, comment vous suivez la valeur? Ouais. Alors sur la valeur, effectivement, c'est un point qu'on a commencé à travailler là récemment, et donc on est en train de travailler sur 2 aspects. Le premier, c'est de revamp un petit peu, d'ajouter en fait une étape dans la phase d'anticipation qui est goal definition. Donc là, le but c'est de définir c'est quoi le problème, quelle est l'audience que target la feature, et quel est le goal measurement, comment est-ce qu'on va définir si la feature est successful. Donc ça effectivement c'est quelque chose qu'on est en train de rajouter. Et le pendant de ça à la fin du process dans l'étape de learning, c'est d'avoir une étape de learning non pas axée sur la delivery de la team, mais axée sur est-ce qu'on a appris des choses au niveau business, et notamment est-ce qu'on a réussi notre goal. Donc effectivement c'est quelque chose là qu'on est en train de rajouter
au début et à la fin du process, parce que sinon, effectivement, le risque, c'est de se retrouver avec une feature factory où on développe des features, mais à la fin, ça peut n'avoir aucun impact ni pour le user ou pour le business. Donc effectivement, c'est tout à fait quelque chose qu'on est en train de rajouter en ce moment et qu'il faut clairement rajouter sur ce process-là. Merci. Il y a encore d'autres questions, mais je vous invite à aller directement les poser aux speakers parce qu'on est out of time. Par contre, là, je vais vous demander de prendre vos téléphones pour pouvoir laisser un petit feedback si tu as installé le rôti. Il y a une autre slide normalement. Merci à vous.